Rendez-vous de l'information du journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Sur notre site et application, mais aussi en vidéo sur la page officielle de Radio J sur Facebook. À la une de ce mardi 23 juin, la prise de position très attendue de Donald Trump sur le plan d'annexion israélien d'une partie de la Judée-Samarie. Le président américain devrait participer à une réunion importante aujourd'hui à Washington. Une réunion qui intervient alors qu'une fusillade a eu lieu il y a un peu plus d'une heure maintenant à Maale et Adouim en Judée-Samarie. On en parle dès le début de ce journal. Également au sommaire de cette édition, toujours de plus en plus de malades du Covid-19 en Israël. 377 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. L'hommage de la ville de Jérusalem à Manitou également au sommaire. La capitale israélienne inaugurera demain une rue du nom du rabbin Léon Ashkenazi, l'une des grandes figures du renouveau de la pensée juive francophone dans la deuxième partie du XXe siècle. Nous en discuterons avec nos invités, le conseiller municipal chasse de Jérusalem Shmuel Marceno et le sociologue Shmuel Trigano. Et puis en fin d'édition, comme tous les mardis, la chronique Israël Business en compagnie de notre expert Eric Lewin. Radio J. Alors que le gouvernement israélien pourrait lancer le 1er juillet prochain le processus d'annexion d'une partie de la Judée-Samarie, c'est à Washington que pourrait se décider aujourd'hui l'avenir de ce projet qui divise au sein même de la coalition d'urgence. Une réunion se tiendra en effet tout à l'heure dans la capitale américaine en présence notamment de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, favorable à une large annexion, et également en présence du plus mesuré, Jared Kushner, le conseiller spécial de Donald Trump sur le processus de paix israélien. Le président américain lui-même devrait participer à cette réunion. Quelle ligne choisira-t-il de soutenir à moins de 5 mois de l'élection présidentielle américaine? Nous le verrons probablement dans les prochaines heures. Un groupe de généraux israéliens lui recommande en tout cas dès à présent d'appuyer une annexion de 30% de la Judée-Samarie, dont la vallée du Jourdain, comme le prévoit d'ailleurs le deal du siècle américain, mais au terme d'un processus de négociation et de la création d'un État palestinien. Le lobbying de ce groupe qui a pour nom Abitz Rotznim, les protecteurs d'Israël, vient faire contrepoids à la prise de position des commandants pour la sécurité d'Israël, un groupe d'autres généraux emmenés par Matai Vilnaï et qui mettent en garde contre les dangers d'une annexion sur le plan diplomatique mais aussi sécuritaire. La situation est en effet très inflammable sur le terrain, comme l'atteste peut-être cette attaque cet après-midi dans l'implantation de Maale Adumim à Jérusalem-Est, une fusillade qui a coûté la vie à une personne de 30 ans et fait 3 blessés. Une attaque qui pourrait néanmoins être liée à un litige foncier. Restons pour l'instant très prudents. C'est en tout cas ce que croit savoir le site Ynet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le coronavirus en Israël maintenant avec une nouvelle augmentation importante du nombre de malades. 377 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé ce matin, c'est le pire chiffre jamais enregistré depuis 2 mois en Israël. Le risque de deuxième vague est désormais une hypothèse prise très au sérieux par les autorités. Et Benjamin Netanyahou a tenu ce midi une réunion d'urgence sur la question. Principale annonce, le confinement des villes connaissant un fort taux de morbidité. On fait le point sur la situation avec Daniel Haïk, revue de presse en partenariat avec Studio Qualita. L'autre mesure qui a été débattue mais qui n'a pas encore été déterminée ou décidée, c'est la reprise du traçage des malades potentiels grâce aux technologies utilisées au quotidien par le Shin Bet dans la lutte antiterroriste. Pas de décision pour l'instant en raison des divergences de vues profondes qui ont été constatées dans ce dossier. Les ministres Likoud dans leur ensemble sont favorables à la reprise de ce traçage. Tandis que les ministres bleu-blanc y sont opposés. La décision finale devrait intervenir dimanche. Mais Ran Reznik, le spécialiste du dossier médical du Israël Hayom, écrit ce matin dans son éditorial qu'il est indispensable de ramener le Shin Bet au cœur de la lutte contre le virus pour permettre de repérer le plus vite possible les malades. Mais lors de la réunion d'hier, le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, n'a pas caché son opposition. Il a affirmé qu'il préférait que le Shin Bet forme des civils à ce genre de technologie. Et dans un éditorial en page 2 du Yediot Acharonot, Alex Fishman, qui est le correspondant militaire du grand quotidien israélien, suggère à ses lecteurs de bien écouter le message du patron du Shin Bet. Pour Fishman, l'utilisation des technologies du Shabak pour dépister les malades a été décidée certes au début de la crise sous la pression et parce que l'on ne savait pas encore comment maîtriser le virus. Or, désormais, il faut absolument que le Shin Bet s'écarte d'une telle démarche afin qu'il ne puisse pas éveiller le moindre soupçon de vouloir profiter de son statut particulier pour remplir des missions qui ne sont pas les siennes, écrit ce matin donc
Alex Fishman. Le Haaretz, lui aussi, se focalise sur cette démarche. Il titre ce matin « Le virus se propage, mais Netanyahou s'intéresse avant tout à la remise en place du système de traçage des citoyens ». Le Yediot, lui aussi, consacre sa une à la lutte contre le coronavirus, mais sous un angle différent, puisqu'il insiste sur la situation très précaire dans les départements internes des grands hôpitaux israéliens. Une situation qui pourrait bien se dégrader plus encore avec la réouverture des départements de coronavirus dans la plupart des hôpitaux pour répondre à l'augmentation très nette du nombre de malades du virus constaté au cours des 15 derniers jours. Nous ne sommes pas prêts à une seconde vague, affirment les chefs de ces départements internes des hôpitaux qui demandent une rallonge budgétaire au ministère de la Santé. Sinon, affirme-t-il, nous allons nous effondrer. Et les journaux soulignent également qu'au cours de la réunion d'hier du gouvernement, le scénario le plus pessimiste a été envisagé, un scénario avancé par l'armée qui fait état dans le cadre d'une seconde vague qui pourrait déferler pleinement sur le pays au début de l'hiver prochain de plus de 125 000 malades en Israël, dont 2 000 malades qui seraient sous assistance respiratoire et des centaines de décès. C'est un donc scénario catastrophe qui a été retenu, on va dire, comme scénario de référence pour lutter contre le virus. Les quotidiens israéliens reviennent ce matin également sur la réouverture du réseau ferroviaire, une réouverture à petit rendement puisque les wagons étaient hier très vides, relativement vides, on va dire. Au total, 30 000 Israéliens s'étaient inscrits pour réserver des billets alors que d'ordinaire, ils sont plus de 200 000 à utiliser le train pour se déplacer à travers tout le pays. Daniel Haïk depuis Jérusalem. Après avoir été cité en exemple au début de la pandémie, Israël est donc devenu en quelques semaines le mauvais élève du déconfinement. L'épidémie de coronavirus a redémarré dans l'ensemble du pays. Les causes sont multiples et le gouvernement cherche désormais à inverser la tendance. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Qu'on l'appelle deuxième vague ou suite de la première, il est désormais clair que le Covid-19 a relevé la tête en Israël. Depuis le début du mois de juin, les nouveaux cas sont en hausse constante, même si l'on n'est pas revenu au niveau maximum de la crise. Fin mars, il fallait compter 3 jours pour doubler le nombre de malades. On est actuellement autour de 50 jours pour parvenir au même résultat, mais il faut souligner qu'à la fin mai, le délai de doublement était de 420 jours. Ce sont les mesures de déconfinement et le climat général de retour à la normale qui ont provoqué ce redémarrage de l'épidémie. Le vice-ministre israélien de la Santé a ainsi reconnu que les écoles avaient été rouvertes trop vite, considérant que les gestes barrières sont beaucoup plus difficiles à imposer sur la longue durée à des enfants. Les nouveaux foyers de contamination avaient d'ailleurs été constatés dans les écoles et les collèges, et les jeunes, même s'ils souffrent généralement d'une forme atténuée du virus, sont contaminés facilement et contaminent plus que les adultes. Mais la contamination des jeunes n'est plus le seul facteur. Les modes de propagation du virus ont évolué depuis le printemps. Initialement concentrés sur quelques agglomérations et segments particuliers de la population, les foyers de virus se retrouvent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. Les déplacements professionnels, les événements sociaux et familiaux, le manque de discipline dans les marchés et les lieux publics ont contribué à la propagation du virus. Le gouvernement a dû choisir entre la reprise de l'activité économique et le maintien d'un encadrement plus sévère des déplacements et des contacts sociaux. Il apparaît maintenant que certaines mesures ont été prises de façon trop hâtive et avec des moyens de contrôle insuffisants. Et les messages contradictoires ont également donné à la population l'illusion que le danger était passé. Il faut donc opérer maintenant une reconfiguration du dispositif, briser les chaînes de propagation du virus partout où c'est réalisable et surtout lisible, comme par exemple dans la population arabe israélienne. Dans ce secteur, les analystes ont pu établir que la circulation entre différentes localités et le non-respect des consignes sanitaires dans les réunions familiales avait relancé la contamination. À ce sujet, les données collectées par le Centre d'information nationale de l'unité de renseignement de Tsahal et du ministère de la Santé présentent une image préoccupante de la situation sanitaire et ses risques de dégradation. Dans un rapport publié ce week-end, les analystes d'Aman alertent sur une nouvelle déferlante du virus, faute d'une rapide rectification de tir. Selon ces projections, Israël pourrait se retrouver confronté à des milliers de nouveaux cas et à des centaines de décès d'ici la fin juillet, si la tendance actuelle devait se poursuivre. Même si d'autres experts dénoncent une vision trop alarmiste, tous reconnaissent qu'il faut agir. Le dilemme du gouvernement est donc de freiner la nouvelle vague de Covid-19 sans asphyxier l'économie. Réinstaurer un confinement total n'est plus à l'ordre du jour. Des systèmes filtrants, en revanche, pourraient être mis en place, comme cela se fait déjà dans des localités bédouines du Negev. Peut-être aussi limiter les contacts familiaux et brassages sociaux de régions différentes. Et surtout, continuer à soutenir l'économie israélienne et à faire respecter les gestes barrières. Sinon,
tout sera à recommencer. Je me tourne maintenant vers Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. Dans le monde, plus de 474 000 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de la crise sanitaire et au moins 9,2 millions de cas positifs ont déjà été enregistrés. Oui, Steve, et l'Allemagne a annoncé aujourd'hui pour la première fois un reconfinement local après l'apparition d'un foyer de contamination dans un grand abattoir où plus de 1500 cas d'infection ont été détectés. L'Afrique du Sud recense plus de 100 000 cas de coronavirus avec un nombre de morts désormais proche de 2000, a annoncé le ministère de la Santé. Et Gabriel, la pandémie continue d'accélérer avec le dernier million de cas signalés en seulement 8 jours. C'est ce qu'a indiqué hier le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Le chef de l'OMS a également appelé les gouvernements et les sociétés à se préparer à d'éventuelles futures pandémies. En France, on craint une éventuelle deuxième vague et le conseil scientifique l'a d'ailleurs jugé aujourd'hui extrêmement probable. L'épidémiologiste, membre du conseil scientifique Arnaud Fontanet, a déclaré sur LCI ce matin que le virus était toujours présent. Le professeur a ajouté que ce qui les inquiétait le plus, c'était un rassemblement massif où seraient présentes des personnes particulièrement contaminatrices. En revanche, nous inquiète plus, c'est pas tellement une reprise diffuse de l'épidémie qu'on serait capable de voir aussi, mais très localement, un événement où il y aurait un rassemblement massif, surtout en milieu confiné, où seraient présents ces fameux super propagateurs, j'ai pas trouvé le bon terme en 3 mois. Super contaminateur. Super contaminateur, voilà. Blockbuster américain, mais bon. Et qui, cette personne infecterait en l'espace de 2 jours, si c'est un rassemblement qui dure sur 2 jours, là, des centaines de personnes, parce qu'on se retrouve dans une situation où les choses peuvent aller extrêmement vite si ces grands foyers sont pas immédiatement contrôlés. Merci Gabriel, 14h14, on va marquer quelques écrans publicitaires avant de se retrouver pour la deuxième partie du journal en compagnie de Shmuel Marciano et de Shmuel Trigano pour évoquer l'inauguration demain à Jérusalem d'une rue en l'honneur de Manitou, Léon Ashkenazi. À tout de suite. Et la suite de l'actualité, Philippe, en Israël, le ministre des Affaires étrangères chypriote est en visite aujourd'hui en Israël. Nikos Christodoulides a atterri ce matin à l'aéroport Ben Gurion, en lieu et place du président Nikos Anastasiades, qui avait préféré reporter sa visite. Le chef de la diplomatie chypriote doit discuter des questions énergétiques avec son homologue israélien Gabi Ashkenazi. Tout autre chose maintenant, avec la mort de Zeev Sternel dimanche dernier. Ce matin, son élève, le professeur de sciences politiques Denis Charbit, était au micro de Laurence Kahn sur Radio J. On écoute Denis Charbit rendre hommage à l'un des grands intellectuels israéliens, spécialiste du fascisme européen et souvent au cœur des débats enflammés sur la scène et le débat public israélien. On écoute tout de suite Denis Charbit. Je dirais que c'est une tradition universitaire à côté du modèle classique qui consiste à s'estimer avec la recherche scientifique au-dessus des affaires de la cité, dans une sorte d'Olympe éloigné des rumeurs, du bruit et de la fureur du monde. Il y a un autre modèle auquel était très attaché Zeev Sternel, qui consiste à penser que l'homme de recherche, l'homme de science, l'universitaire a un devoir d'ingérence, et en ce sens, puisqu'effectivement la France était au cœur de sa recherche, je pense très clairement que sa référence était Émile Zola et l'affaire Dreyfus, non pas qu'il ait eu à mener une campagne de cet ordre-là, mais c'était bien effectivement ce modèle-là, celui qui, par les mots, qu'il soit écrivain ou qu'il soit chercheur, qu'il soit penseur, théoricien, eh bien a un devoir d'éclairer, et j'insiste sur le mot éclairer parce que c'est un mot majeur dans sa réflexion, d'éclairer les individus, les citoyens, au nom d'une responsabilité civique. Alors c'est vrai que cela a conduit à un engagement très fort, mais je dirais que, et en ce sens, il n'y a pas de détachement total entre sa recherche et sa réflexion politique, c'est que Zeev Sternel, vous savez, il y a 2 types d'historiens. Il y a l'historien, et c'est, je dirais, le modèle majeur qui consiste à travailler
sur des personnes, des mouvements politiques, des classes sociales pour lesquelles il a une prédilection. Voilà, je vous dirais en France, Jean Tullard, spécialiste de Napoléon, aimait Napoléon et il a fait toute sa vie des recherches sur Napoléon. Et puis il y a un autre type d'historien dans lequel Zeev Sternel s'est reconnu, qui consiste à travailler sur un mouvement des hommes pour lequel il n'a pas de sympathie politique, ce qui le mettait, si je puis dire, dans une position d'avertisseur, de celui qui va regarder des processus néfastes pour la démocratie, néfastes pour les Lumières, et je dirais que toute son œuvre, c'est cela. Il n'a pas travaillé sur les Lumières, son dernier grand livre s'appelle Les Anti-Lumières, mais précisément sur ceux qui risquent de détruire cette chose fragile qu'on appelle la démocratie, la raison, les droits de l'homme. Denis Charbit au micro de Laurence Kahn. La municipalité de Jérusalem inaugurera demain, je vous le disais en titre, une rue au nom de Manitou, Léon Ashkenazi, mort en 1996. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le sociologue Shmuel Tregano. Bonjour Shmuel Tregano. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous devrions être en ligne, je l'espère, dans quelques instants avec le conseiller municipal chasse de la ville de Jérusalem, Shmuel Marciano. Mais commençons tout de suite à en discuter avec vous, Shmuel Tregano. Quelle place a occupé Manitou dans le renouveau de la pensée juive francophone après la Shoah? D'abord en France, bien sûr, mais ensuite après la guerre des 6 jours en Israël. Je crois qu'il a occupé une place majeure à la fois par sa contribution personnelle. Il était à la tête d'un mouvement de scoutisme qui a joué un très grand rôle à travers l'école d'Orsay au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en sachant attirer aussi toute une gamme d'intellectuels, de jeunes étudiants qui avaient perdu des attaches avec le judaïsme, et en trouvant un langage qui leur permette de s'y retrouver à nouveau. Et venu en Israël, il a d'abord laissé un très grand vide en France. On pourrait dire que c'est le début de la fin de l'école de pensée juive de Paris. Oui, parce que plusieurs intellectuels l'ont suivi. Plusieurs intellectuels l'ont suivi. Il n'y a en fait que des images qui est resté, si l'on peut dire. Il a connu l'histoire qu'il a connue, qui n'a plus été celle de l'école de Paris qui s'est transportée à Jérusalem. Et en Israël, il a non seulement rayonné dans la communauté francophone, mais depuis un bon nombre d'années, il y a eu des traductions à la fois du peu qu'il a écrit, car c'était un intellectuel fonctionnant sur la base de l'oralité, mais également le fait que nombre de ses cours et séminaires ont été décryptés et publiés et traduits en hébreu. Et donc, en fait, par-delà son décès, Manitou a continué à écrire, si l'on peut dire, et à parvenir à des publics israéliens qui n'avaient pas accès aux Français. Et je crois, Shmuel Tregano, qu'un essai lui a été consacré par Yosef Sharvit, si je ne dis pas de bêtises. Par Yosef Sharvit en Israël, justement, je crois que c'est là. Oui, absolument, oui. Il a écrit un livre qui a été remarqué, intéressant, sur une sorte de biographie intellectuelle et philosophique de Léon Ashkenazi. Absolument. Shmuel Tregano, ne quittez pas, on retrouve tout de suite en ligne Shmuel Marciano. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes conseiller municipal chasse à Jérusalem. Shmuel Marciano, pourquoi la ville de Jérusalem a-t-elle décidé d'honorer cette année, tout particulièrement, la mémoire de Léon Ashkenazi ? Alors tout d'abord, je vais juste corriger un petit peu, ça n'a pas été décidé que maintenant. Demain, ce qui va se passer, c'est l'inauguration de la rue elle-même, avec la présence du maire et de plusieurs en politique et rabbinim. C'est ce que nous avions dit. Ça a été une décision qui a été prise déjà, si je ne me trompe pas, en 2018. Et après, il y a une procédure à passer, etc. Et donc, ça fait déjà 2 ans que ça a été décidé, voté, et la demande a été faite depuis plusieurs années. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment ni d'hier ni d'avant-hier. Demain, c'est juste l'inauguration de la rue. Oui, c'est ce que nous avions dit. C'est un événement extrêmement important. C'est l'inauguration donc demain de cette rue. Dans quel contexte est né ce projet finalement d'inauguration de cette rue Manitou Léon Ashkenazi ?
Alors, je vais vous dire le fait que Rav Manitou a été une légende en France et en Israël. Donc, en vérité, cette idée est venue de sa propre fille, la fille du grand rabbin. Et donc, ça a pris du temps jusqu'à que ça a été accepté. Plusieurs fois, il y a eu des suggestions de rue qui sont venues, mais qui n'étaient pas à la hauteur, ni qui n'étaient pas assez honorables pour le Rav Manitou. On avait trouvé des petites places, on avait trouvé que c'était pas quelque chose qui était honorable. Jusqu'à qu'on a trouvé dans le nouveau quartier de Choma Shmuel, anciennement à Choma, une rue entière. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps aussi. Et je pense que le HM, Dieu a bien fait les choses, parce que dans ce quartier de Choma, qui s'appelle aujourd'hui Choma Shmuel, il y a une grande concentration de la population francophone à Yerushalayim, qui se trouve dans ce quartier-là. Et aussi, ce sont généralement les Français qui s'installent dans ce quartier, ce sont des personnes qui sont sionistes religieux, ce qui représente aussi bien le Rav Manitou. Donc, je pense que l'endroit vraiment a été adapté aussi au quartier et à la population qui se trouve dans ce quartier-là. Ça correspond finalement à la sensibilité de Léon Ashkenazi, en tout cas sur la deuxième partie de sa vie. Je me tourne maintenant à nouveau vers Shmuel Trigano. Près de 25 ans après la mort de Léon Ashkenazi, comment la pensée juive francophone se développe-t-elle en Israël ? Ma question n'est pas tout à fait innocente dans la mesure où vous y participez grandement, Shmuel Trigano. Bien, nous avons créé une association qui s'appelle Dialogia. Ça fait 4 ans. Nous organisons des colloques. Nous avons rétabli, si l'on peut dire, le colloque des intellectuels francophones d'Israël, puisque ce colloque même n'a pas connu véritablement un avenir ni une contemporanéité aujourd'hui en France, afin de reprendre cette tradition intellectuelle, avec cette idée qu'elle a à contribuer à l'avenir d'Israël. Il y a dans cette expérience qui est née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale une interpénétration de la pensée contemporaine et de la pensée juive qui redonne justement toute son actualité à l'approche du judaïsme confronté aux crises et aux problèmes contemporains. Donc notre ambition, c'est justement de continuer, car il y a en Israël une génération, plus ou moins la mienne, si vous voulez, qui a déjà un certain âge, mais qui continue dans cette voie-là, donc créer une tribune qui la rende possible. Les colloques sont enregistrés, filmés sur Academ, ils sont publiés dans la revue Pardes. Et Shmuel Trigano, vous continuez à travailler dans le sillage finalement de Léon Ashkenazi, de Manitou. Dans le sillage sur le plan de la démarche, si vous voulez, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est aussi la dimension de la philosophie politique du judaïsme, ce qui n'a pas été au centre de l'œuvre de l'école de Paris, qui était surtout sur le plan métaphysique. Et donc, mais la démarche, la méthode, le rapport au texte, à la réalité contemporaine, oui, je m'inscris nécessairement dans cette lignée-là, quoique je n'ai pas été l'élève de l'un ou de l'autre, vu la génération à laquelle j'appartenais et le fait de ne pas être tout le temps en Israël. Donc, ce projet-là, je crains qu'il n'ait plus d'avenir en France, parce qu'en fait, la communauté juive n'a plus d'envergure pour se déployer. Et je me souviens d'un mot que Léon Ashkenazi m'a dit lors du dernier colloque que j'avais organisé avec lui quelques mois avant sa mort. Le renouveau d'une pensée juive en France sans une communauté ne servira qu'au renouveau du christianisme. Et c'est une parole extrêmement juste. Et aujourd'hui, justement, la dimension de communauté, pour toutes sortes de raisons, n'est plus actuelle en France. La question est de savoir comment nous opérons ce transfert et cette traduction vers les cieux israéliens plutôt que français. Shmuel Marciano, un dernier mot. Pourra-t-on suivre sur Internet, éventuellement sur Zoom peut-être, la cérémonie de demain ? Je n'y ai pas pensé, parce que je m'occupe pas de tout le côté technique, mais si vous le demandez, je peux essayer de voir autour de moi ou la mairie s'il y a une possibilité de retransmettre ça en direct par Zoom. Ça intéressera peut-être
des lecteurs. Et Pardon ? ça intéressera certainement des lecteurs de Léon Ashkenazi. Merci beaucoup à vous, Shmuel Marciano et Shmuel Tregano, d'avoir été nos invités aujourd'hui. Bonne fin de journée et à bientôt sur Radio J. Bonne fin de journée. Au revoir. On continue d'évoquer les questions religieuses, un peu différemment certes, avec Gabriel Attal. Gabriel, pour trouver un sens à la pandémie du coronavirus, une quarantaine de leaders religieux du monde entier proposent une coronaspection. Il s'agit d'une série de 40 entretiens vidéo réalisés en visioconférence avec des chefs religieux de 15 pays et 7 religions sur les défis de la Covid-19. De quoi s'agit-il, Gabriel ? Les interviews sont menées par Alon Goshen-Goldstein, un spécialiste des études juives et un théoricien et actif dans le domaine du dialogue interreligieux. Les intervenants s'attardent sur les questions théologiques, sur les changements potentiels liés au culte et à la communauté dans un monde de congrégation numérique. Et parmi les interviewés, on trouve des pasteurs, donc des imams et des rabbins, dont le grand rabbin de Russie et émissaire du mouvement Chabad, le Rav Berel Lazar. Oui, Steve, le grand rabbin qui a été infecté par le coronavirus, s'est notamment exprimé sur la manière d'affronter cette période difficile qu'est la pandémie mondiale. What I would say is there's actually a very powerful statement from the Baal Shem Tov. Il y a une déclaration très puissante du Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme. Il a déclaré quand Dieu veut punir quelqu'un, il lui enlève sa foi et sa croyance. C'est encore plus que la foi et la croyance. Le mot bitachon, c'est l'assurance. Quand une personne est sûre que tout va bien et va bien se passer, qu'elle a cette positivité, cet optimisme, c'est en fait le meilleur médicament. This is actually the best medicine. Merci Gabriel, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie du journal et notamment au menu, la chronique Israël Business en compagnie d'Eric Levin qui nous a déjà rejoint en studio. À tout de suite. 14h30 Radio J. Israël Business, c'est Steve Nadjar et Eric Lewin en direct. Eric. Bonjour mon cher Steve. Ravi de vous retrouver en plateau après quelques mois de conversation c'était bien par téléphonique, mais c'est pas la même logique quand même. C'est mieux de vous retrouver. C'est moins sympathique. Israël Business donc qui démarre tout de suite comme tous les mardis et on démarre Eric avec une introduction en bourse à la bourse de Tel Aviv, celle de Meshek Energy. Oui, il faut avoir du courage pour s'introduire en bourse alors que c'est assez compliqué sur les marchés financiers. Alors c'est un opérateur spécialisé dans les énergies renouvelables, notamment dans le domaine du photovoltaïque. Alors la particularité de la société est d'être détenue par 270 kibbutz ou autres moshav. La société a vendu 37% de son capital pour 36 millions d'euros pour une valorisation globale de 60 millions d'euros. Alors Meshek a produit 39 mégawatts d'électricité qu'elle vend notamment à l'Israel Electric Corporation, la société étatique, dont le siège social, vous le savez mon cher Steve, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, est à Haïfa. Alors Meshek Energy est positionné sur 70 sites, ce qui pourrait la conduire à produire à terme 134 mégawatts. C'est un peu technique, c'est une petite société, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros pour une perte de quasiment 3 millions d'euros et pourtant Gabriel Attal en sourit, elle vaut 60 millions d'euros, mais on est dans le monde, que ce soit dans le monde des techs, dans le monde du photovoltaïque, des énergies renouvelables, où souvent on a des valorisations stratosphériques parce qu'on croit en des pépites d'avenir. On croit donc dans le potentiel de Meshek Energy. D'autres levées de fonds maintenant, avec celle en particulier de Pagaya. Pagaya, oui, c'est une fintech. Alors une fintech, ça mêle la technologie et la banque. Il y en a pas mal, elles font concurrence aux banques. Elle vient de lever 102 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels, dont par exemple un des fonds souverains de Singapour. Alors depuis sa création en 2015, la société a levé quasiment 150 millions de dollars. Alors que fait cette société ? Eh bien, elle mêle intelligence artificielle à la gestion d'actifs. C'est une pépite en devenir avec des bureaux à Tel Aviv et New York. Donc elle révolutionne, si vous voulez, pour être assez clair, la gestion avec le big data, ce qu'on appelle aussi le machine learning pour permettre d'optimiser les investissements institutionnels sur les marchés financiers. Ce qui veut dire qu'avec cette fintech, vous avez plus tellement besoin de faire intervenir l'homme, mais c'est surtout la machine qui gère. Et franchement, il y a de bons résultats. C'est pour ça que pour moi, c'est un peu mon pari. Je pense que la société sera tôt ou tard rachetée par un gros groupe américain. Autre grand groupe américain, cette fois Microsoft, qui continue ses emplettes en Israël. Et la société américaine a désormais jeté son dévolu sur CyberX. CyberX, société israélienne basée à Herzliya, spécialisée dans l'IoT, ce qu'on appelle encore l'Internet des objets. Alors c'est quoi ?
C'est très simple, ce sont tous les objets connectés. Alors CyberX est assez technique, elle propose une carte numérique permettant de visualiser l'ensemble des objets connectés présents dans une usine et d'en assurer la sécurité. Alors pas de chiffres pour ce deal, mais certains analystes évoquent 150 millions de dollars. Alors franchement, 150 millions de dollars, ça fait rêver, mais c'est une goutte d'eau parce que est-ce que vous savez combien pèse Microsoft en bourse? Alors j'ai pas envie de vous poser un quiz. 2500 milliards 1520 milliards de dollars. En fait, dans le monde, il y a 2 capitalisations qui cirent la bourse, si vous permettez cette expression. Il y a Apple, 1550 milliards de dollars, et vous avez Microsoft avec 1520 milliards de dollars. Pour faire un comparatif, la plus grosse capitalisation boursière à Paris, c'est LVMH, qui doit valoir autour de 200 milliards de dollars, le géant mondial du luxe. Donc vous voyez, Apple, c'est 7 fois LVMH. Donc ce que je disais, c'est que pour Microsoft, c'est une goutte d'eau. Ce qui est intéressant, c'est que cette société CyberX a été fondée en 2013 par des vétérans de l'armée, la fameuse Unité 1200. Exactement. Et donc, la société a levé 48 millions de dollars depuis sa création. Un peu de macroéconomie maintenant avant de nous séparer, Eric. Israël remonte la pente économique, mais n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant Covid. Comme de toute façon beaucoup de pays dans le monde. Alors il y a un indicateur intéressant qui est suivi par les macroéconomistes, c'est les dépenses par carte de crédit. Alors pendant le confinement en Israël, c'était moins 50%. Depuis la sortie du confinement, il y a un rattrapage. Il est incontestable, mais les dépenses de carte de crédit sont inférieures de l'ordre de 10% avant le Covid. Mais il y a une différence entre les branches d'activité. Par exemple, dans la restauration qui a ouvert le mois dernier, la baisse est encore de 20%. Électricité, habillement et meubles, c'est une hausse supérieure de l'ordre de 10 à 20%. Un bon point quand même, parce que l'OCDE, j'en parlais la semaine dernière, mais il y a une petite note qui était passée un petit peu inaperçue. Eh bien, l'OCDE estimait dans son dernier rapport que le gouvernement et la Banque centrale avaient pris les mesures appropriées pour soutenir le revenu des ménages. Et la liquidité des entreprises, c'est une bonne nouvelle, parce que vous savez que pour que l'OCDE accorde un satisfecit, c'est assez rare, et pourtant, l'OCDE est séduit par la politique israélienne en matière de prévention. Maintenant, il peut toujours y avoir une deuxième vague, mais ça, c'est un autre sujet dont on parlera peut-être un jour. J'espère pas vous en parler, mais s'il y avait une deuxième vague, c'est sûr que les paramètres économiques pourraient être diamétralement changés. C'est en tout cas une hypothèse sur laquelle travaillent les autorités israéliennes. Merci Eric Lewin, et à la semaine prochaine beaucoup. Pour une nouvelle édition d'Israël Business. La suite de l'actualité en France, maintenant avec un point justice. Gabriel Attal, le procès en appel de 2 hommes soupçonnés d'avoir escroqué de riches personnalités en se faisant passer pour l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, actuel ministre des Affaires étrangères. Et bien, ce procès s'est ouvert hier à Paris, Gabriel. Oui, le tribunal de Paris a condamné en mars Anthony Lazarevitch et Gilbert Chikli à respectivement 7 et 11 ans de prison pour cette vaste escroquerie qui a coûté environ 55 millions d'euros à 3 victimes. Lors du premier jour du procès en appel hier, Anthony Lazarevitch a de nouveau clamé son innocence. Mais pour la première fois, il a néanmoins reconnu avoir eu l'intention de réaliser une autre arnaque en Ukraine, où les 2 hommes ont été arrêtés à l'été 2017. Le plan consistait à se faire passer pour le prince Albert II de Monaco auprès de fortunes monégasques afin de leur soutirer de l'argent, a-t-il admis. Gilbert Chikli doit être interrogé aujourd'hui et le procès doit s'achever lundi prochain. Pour rappel, entre 2015 et 2017, plus de 150 personnes et organisations ont été contactées par téléphone par des escrocs qui se présentaient comme Jean-Yves Le Drian. Le faux ministre demandait en urgence une aide financière pour des opérations secrètes de l'État français. Promettant un remboursement immédiat, dans certains cas, les malfaiteurs ont organisé des vidéoconférences en utilisant un masque du ministre. Merci Gabriel Attal, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur Radio J à 15h avec le flash présenté par Gabriel Attal. Bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio J. Portez-vous bien.